Bonjour à tous mes amis, bienvenue à ce spécial Halloween. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous fais part de 5 films de tueurs en série à voir pour Halloween. Scream, c'est un film incontournable pour moi. Ça parle beaucoup du cinéma, ça parle beaucoup du genre de l'horreur que Wes Craven maîtrise à la perfection. Wes Craven s'amuse beaucoup à décoder l'horreur, à décoder ses règles, ses bases. La scène que j'adore beaucoup voir, c'est la scène d'ouverture avec Drew Barrymore, qui reçoit son appel. Là, la première fois qu'on voit la bande-annonce, on s'attend à ce qu'elle soit l'héroïne principale du film. Avec Scream, on ressent une certaine influence de la part de Alfred Hitchcock sur la production de Scream, entre autres avec la scène de la douche, qui rappelle beaucoup celle du début du film. Lorsqu'on apprend que le personnage meurt au début du film, tout de suite nos perceptions ont changé drastiquement. C'est un maître dans l'art de créer du suspense, on crée de l'inattendu et pour moi c'est un film que j'adore beaucoup voir à Halloween. Il y a beaucoup de bons moments, de bonnes scènes de tuerie, c'est sanglant, c'est violent. On s'attend pas à qui est le tueur. On a parfois certains indices sur qui peut être le tueur et certains vont nous amener dans telle direction, d'autres non. J'adore beaucoup la description du film, je trouve qu'elle est impeccable. J'adore le personnage de Sidney Prescott, j'adore le personnage de Dewey, incarné par David Arquette, ou bien Gail Weathers, incarné par Courtney Cox. C'est une excellente distribution. Et ce que j'adore encore plus du film, c'est sa musique angoissante de Marco Beltrami. Il réussit à déjouer les attentes des spectateurs en créant de la tension. On s'attend jamais à quel moment le tueur va apparaître. Et grâce à sa musique, il arrive à nous maintenir en haleine tout le long du film. Chaque fois que j'écoute Scream, j'ai toujours un grand plaisir de regarder un film de Wes Craven. Je trouve que c'est un excellent réalisateur et c'est dommage qu'il soit décédé de nous aujourd'hui parce que bien franchement, sa créativité, ses films d'horreur, son suspense, c'est ce qui va me manquer plus au cinéma d'horreur et c'est ce qui faisait son charme avec lui. Pour cette deuxième sélection, j'étais indécis à savoir lequel des deux tueurs j'allais mettre, soit entre Freddy ou soit Jason. Et finalement, je me suis décidé, j'ai dit, pourquoi pas combiner les deux. Je m'étais jamais rendu compte de quel point ce film-là, malgré l'absurdité de son scénario, le fait de mélanger deux tueurs en série, deux styles de combat complètement différents, de manières de tuer différentes, j'en éprouvais pas autant de plaisir à l'époque lorsque je le regardais parce que je me disais, c'est comme avec Alien vs Predator, c'était un film seulement pour attirer plus de gens à prendre un côté, soit l'un ou l'autre, voir lequel des deux tueurs était le meilleur. Et au fil du temps, j'ai fini par trouver ce film plutôt divertissant en réalité. Je vais toujours me souvenir de la scène de la clinique où la fille est assise à une salle de tente, elle lit un magazine et tout d'un coup, il y a le visage de Freddy qui apparaît avec sa magnifique réplique qu'on connaît. C'est vraiment d'une absurdité, mais c'est ce qui fait le charme de Freddy vs Jason. Ça se prend pas trop au sérieux, c'est un film seulement pour le plaisir d'attirer les gens à voir deux tueurs en série les plus populaires, Freddy contre Jason, et voir qui les deux peuvent remporter. Il y a beaucoup de scènes d'horreur assez intenses dans ce film, avec Freddy, avec Jason, la façon dont il tue, entre autres avec Jason avec sa machette. Lorsqu'il coupe quelqu'un, il revole, le sang gicle partout. C'est comme dans les films de Quentin Tarantino quand un personnage fait couper la tête, ça sort en hausse. Aussi l'idée que Freddy, lorsqu'il revient, en fait, il est encore trop faible, les gens cessent de croire en lui, à croire en son existence, on cesse de parler complètement de lui. Et alors ça le rend faible. Et là, il cherche des moyens d'attirer les gens à pouvoir croire à nouveau en lui, à faire en sorte qu'il revienne. Ce que j'ai adoré aussi avec Freddy vs Jason, c'est la rencontre entre les deux à la fin du film. Les deux s'affrontent, c'est violent, le sang virevolte. La scène finale me fait beaucoup penser aux films d'arts martiaux qu'on y voit avec les corps qui revirevoltent, qui font des cascades. C'était assez violent. Et Ronnie Yu, c'est un réalisateur connu pour ce genre de style. Je me souviens de cette fameuse scène aussi dans le laboratoire où est-ce que le drogué est en train de fumer son joint. Tout d'un coup, il y a cette espèce de limace avec le visage de Freddy qui apparaît, qui descend lentement, fume son joint avec lui. J'ai trouvé ce moment-là tellement absurde à l'époque et encore aujourd'hui. J'ai trouvé ce moment-là si hilarant, c'était tellement mal réalisé que j'ai juste trouvé ça comique. Si vous êtes toujours indécis à savoir entre Nightmare on Elm Street ou bien Friday the 13th, lequel regarder, vous pouvez toujours regarder Freddy vs Jason, ça va vous donner exactement ce que vous avez envie. Le sang, la violence, l'humour,
Tout y est et vous allez avoir un pur plaisir à enjoyer lors de votre soirée d'Halloween. Ma troisième suggestion que je vous propose, bien sûr, j'avais parlé de Halloween 1978, l'original de John Carpenter. Un tueur en série qui traque les gardiens d'enfants avec un plaisir sadique, comme le dit Scream. Bien sûr, c'est un film que j'allais parler sur ma chaîne. J'adore John Carpenter, c'est un réalisateur fantastique. Et il apporte beaucoup de nuances sur le film Halloween, principalement avec sa scène d'ouverture qui me reste toujours marquante. Lorsque le jeune Michael Myers tue sa sœur avec un plan séquence vraiment incroyable. On reste du point de vue du tueur en série. À chaque moment, on sent la présence de Michael Myers qui se promène dans les rues. On ignore où est-ce qu'il va apparaître et c'est tout le mystère entourant le personnage. Il apparaît à certains moments inusité, il disparaît à ces moments et on ignore comment il fait. Il y a quelque chose de mystique derrière le personnage, quelque chose d'étrange. C'est ce qui marque le personnage. Il y a cette force qu'il a en lui pour tuer les gens. Même la scène où est-ce qu'il tue le gars avec le couteau et qu'il l'enfonce dans le mur, il reste accroché au mur. Michael Myers c'est une icône du cinéma d'horreur. Et John Carpenter avec sa musique aussi qu'il fait, c'est incroyable. Il apporte vie à un tueur en série qui est aujourd'hui même reste encore dans les mémoires. Même avec la trilogie que David Gordon Green est en train de réaliser en ce moment, avec la suite Halloween Kills qui va sortir très prochainement. C'est un film qui a marqué les générations, qui a encore aujourd'hui. Je le regarde encore à nouveau à l'Halloween et je reste encore marqué. Comment passer à côté d'une scène aussi iconique que la scène d'ouverture avec la citrouille et la musique angoissante de John Carpenter qui joue en arrière-plan? C'est tellement une scène qui reflète parfaitement l'essence de Michael Myers, qui représente l'Halloween telle qu'elle est. Pour moi, c'est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur qui a réussi à se démarquer par ses scènes angoissantes, par son aspect psychologique avec Michael Myers et son mystère. On ne sait rien de lui à part qu'il a tué sa sœur. Le film Halloween, c'est un film que je vous recommande fortement de voir pour la saison d'Halloween. C'est un incontournable. Faire un marathon de cette série, c'est un pur plaisir pour moi de le faire à chaque Halloween. C'est un film que je vous recommande beaucoup de voir. Child's Play, c'est une réalisation de Tom Holland, à ne pas confondre avec le jeune Tom Holland. Chaque fois que les gens entendent le nom de Tom Holland, ils l'associent principalement avec l'acteur qui incarne Spider-Man. Non, je pense pas que le jeune Tom Holland va avoir réalisé un Child's Play. Je le considère pas complètement comme un film d'horreur à proprement parler. Oui, il y a des scènes d'horreur intenses dans ce film. Le fait que la poupée soit en vie, que c'est l'esprit d'un tueur en série qui hante une poupée, et que c'est un enfant qui est en possession de cette poupée, mais ça a une certaine touche d'humour à l'intérieur. C'est pour ça que chaque fois qu'il passe à la télé ou que l'Halloween passe, j'écoute toujours ce film parce que ça me rappelle encore à quel point on était enfant. Et que chaque fois que je voyais une poupée, j'avais toujours envie de la décapiter. Sans blague. Je passais dans un magasin quand j'étais petit et chaque fois que je voyais la poupée Chucky, je me disais « Oh non, oh non, elle va me tuer. Elle va me tuer. » J'étais marqué par ce film. Tellement au point j'en avais peur de voir la poupée Chucky apparaître et de l'avoir chez nous et qu'elle allait me tuer. Les scènes de tuerie sont moins explicites que dans les films que je vous ai présentés. La scène que je me rappelle le plus souvent avoir vue, c'est la scène avec la babysitter d'Andy. Où est-ce que Chucky, pour la première fois, il se promène dans la maison, on le voit assassiner la babysitter en la poussant par la fenêtre. Elle tourne du toit et elle s'écrase dans une voiture. C'est la scène la plus marquante que j'ai vue. Ou la scène de révélation, quand la mère d'Andy prend la poupée pour la première fois, elle sent quelque chose d'étrange, le fait que la poupée parle. Tout d'un coup, elle voit que les batteries sont pas à l'intérieur, mais c'est là qu'on comprend que la poupée est en vie. Dès la première partie du film, lorsqu'on apprend que Charlie Ray se fait tuer et que son esprit entre dans la poupée, en fait, il y avait toujours eu ce questionnement à savoir s'il avait réellement survécu. Et quand on en prend certains indices, comme quoi la poupée a réellement l'âme du tueur en série, pas juste le fait qu'il se déplace, mais aussi certaines expressions que la poupée va utiliser, entre autres Hi, I'm Chucky, you wanna play? Ça donne des indices assez intéressants pour créer du suspense et Tom Holland était un excellent réalisateur pour jouer avec cet esprit-là. Chaque fois que je vois la poupée bouger, lorsque la mère apprend que le tueur en série est vraiment dans la poupée
et qui fait ses ravages. Lorsqu'elle voit vraiment bouger, j'en étais pétrifié. La première fois que je l'ai vu, j'en avais peur. Ce film-là m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune et encore aujourd'hui, j'ai encore un pur plaisir à le regarder. C'est vraiment un incontournable pour Halloween. La voix de Brad Dourif, c'est une voix que je reconnaîtrais entre 1000. Et que pour représenter le personnage de Chucky, il n'y a pas meilleur acteur que lui pour l'incarner. Et il y a un ton de voix menaçant qui colle à la perfection au personnage de Chucky, assez irrévérencieux, insultant. Et c'est ce qui fait le charme du tueur en série. Bien sûr, Mark Hamill a incarné le personnage dans le remake de 2018, qui fonctionne bien dans l'ensemble, mais on ressent le manque de Brad Dourif dans la version originale, qui collait encore mieux au personnage. C'est un autre film que je vous recommande de voir pour votre soirée Halloween. Dernier film que je vous recommande sur ma liste, bien sûr j'en ai parlé cette année et je retourne avec celui-ci. C'est bien sûr Candyman, l'original réalisé par Barner Rose. C'est un film encore d'actualité. On se rappellera dans les années 90, il y avait beaucoup de racisme qui s'y passait aux États-Unis et qui encore aujourd'hui est problématique dans notre monde. Barner Rose l'avait bien compris et a voulu chercher à développer une histoire entourant le personnage de Candyman, un homme noir qui est crochet à la main. Il y a une énorme légende qui s'est créée à partir du personnage de Candyman qui reflète parfaitement la société noire. J'aimais beaucoup le personnage d'Ellen Lyle incarné par Virginia Madsen. Elle était vraiment extraordinaire dans son rôle. J'en ai un peu mentionné ce détail dans la vidéo sur Candyman que j'ai fait. Alors, je vais revenir un peu là-dessus. C'est concernant le personnage de Tony Todd. J'adore le fait qu'il y a une voix tellement séduisante lorsqu'il s'adresse à Ellen Lyle. On est tellement hypnotisé par sa voix captivante, séduisante, mystérieuse. Il y a une voix qui me perce à jour, qui me fait peur. Mais en même temps, je suis attiré par sa voix. C'est grâce à sa voix, sa carrure, son grand manteau en fourrure noire qu'il porte, avec son crochet, qui donne une allure extrêmement menaçante, mais en même temps attirante. C'est ça que j'adore avec le personnage de Candyman. Autant qu'il est menaçant, c'est un personnage très mystérieux que j'adore découvrir. Ce film-là est très réussi au niveau de l'aspect psychologique parce que le personnage de Ellen Lyle passe à travers une certaine transformation. À un certain moment, on pense que le personnage est un peu cinglé, que tous les meurtres qui sévissent sont soit de son fait, soit dans sa tête, et on s'amuse beaucoup avec ça. C'est ce que j'adore avec le film. Et bien sûr, Barner Rose l'a bien compris. Et la musique de Phil Glass est toujours captivante, toujours envoûtante. Et c'est une musique angoissante. Je suis sûr que vous allez voir ce film et vous allez être encore plus captivé que moi à découvrir ce personnage qu'est Candyman. Je vous recommande fortement de le voir à l'Halloween. Le revoir aussi en 2021 avec la nouvelle version. C'est une excellente continuité. C'est encore percutant aujourd'hui. Le racisme systémique est encore présent de nos jours. Ce film-là a un aspect culturel et social assez important et encore d'actualité. Et vous allez avoir un pur plaisir à regarder Candyman. C'était mes suggestions de films de tueurs en série à voir cette année. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé mes vidéos. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve pour la deuxième partie de mon spécial Halloween qui sort dimanche prochain. Et à vous tous, je vous souhaite un excellent Halloween.